À l'ère de la transformation digitale, la maîtrise de vos données est un enjeu clé pour l'avenir. Infotel, groupe français à dimension internationale, est l'éditeur d'ArcSys. ArcSys, solution de gestion documentaire et d'archivage à valeur probatoire. La solution ArcSys, solution d'archivage française, équipe les grandes organisations dans la gestion, la sécurisation et la conservation de leurs documents les plus précieux. Quelle que soit leur taille et leur format, sur le très long terme. Grâce à son architecture et sa souveraineté par design, ArcSys garantit une conformité totale à la législation française et européenne, tout en préservant l'intégrité, la confidentialité de vos informations. Avec ArcSys, vos données sont toujours entre vos mains. ArcSys, l'archivage français, souverain et libre. Alors, d'abord, j'ai une très mauvaise voix. C'est lié à une intervention qu'on fait sur les vieux ténors, dont les cordes vocales se fatiguent. Mais après, il y a une longue période de rééducation, où j'ai la voix de Dark Vador, en gros. Est-ce que vous me comprenez quand même? Oui? Bon, alors le son est pénible, surtout pour moi, enfin bon, on verra. Alors, je vous remercie de m'associer à cette réflexion et de m'avoir obligé à écouter la table ronde d'avant, où j'ai appris pas mal de choses, mais je ne vais pas démarrer par tout ce qu'il faudrait faire en France et en Europe, etc., puisque vous m'attendez plutôt sur la géopolitique, où je vais résumer. Et en plus, je vais un peu m'économiser, donc je ne vais pas faire des longs développements. On est dans le monde de Trump. Hein? Trump nous ramène au 19e siècle américain. Donc oubliez tout ce que vous avez en tête sur l'Amérique, c'est-à-dire toute votre vie. Oubliez tout ce qui va de Roosevelt à Biden. On est dans le monde du 19e, des présidents Jackson, McEnroe, McKinley, le premier Roosevelt, le président dont j'oublie le nom, qui a mis la main sur la moitié du Mexique. Une Amérique qui n'était pas du tout isolationniste, uniquement par rapport à l'Europe. Ça, c'est le président Washington, qui ne voulait pas trancher entre Jefferson et Hamilton, et qui avait dit « Ne vous mêlez jamais des questions européennes, mais le reste, on y va. L'Amérique sera le législateur de l'humanité. » Washington. C'est très vieux. Donc on a un pays violent, tendance hégémonique, expansionniste, disons mercantiliste, unilatéraliste, qui décide tout seul. Tout seul, c'est le président, Trump, tout seul. Plus l'intelligence artificielle. Vous voyez la combinaison. Alors, dans la plupart du monde, nos amis africains, asiatiques, ils n'ont jamais tellement cru notre baratin sur les valeurs et la communauté internationale, donc ils sont moins perturbés que nous. Les Européens, ils y ont cru vraiment. D'abord, à l'origine, après la guerre, quand ils ont supplié les Américains de les protéger, ce que les Américains ont accepté avec l'Alliance, donc on était débarrassé normalement de la question de la sécurité, mais ils y ont cru encore plus après la fin de l'URSS, quand il y a eu l'idée américaine de la fin de l'histoire. Fukuyama. Huntington avait dit, à mon avis, à juste titre, « Tu es trop optimiste. On est menacé par des clashs de civilisation. » Ce que les gens d'Europe trouvaient horrible comme idée. D'ailleurs, un jour, je voyais Chirac sans arrêt quand j'étais ministre. Un jour, j'arrive à l'Élysée, il me dit « Moi, je condamne la théorie du clash des cultures. » Moi, je lui ai dit « Je pense qu'il vaut mieux combattre le risque que de condamner la théorie. » Enfin, vous ne pouvez pas dire que c'est un clash de culture. C'est de l'inculture, oui, je suis d'accord. Il y a une inculture majoritaire dans le monde musulman et dans le monde occidental qui peut conduire au clash. Soit par calcul cynique, soit par bêtise, quoi, par rapport à ça. Bon, c'est un vieux débat. Mais au moment où les Américains ont dit « on a gagné, l'histoire est terminée, on est l'hyperpuissance à perpétuité, y compris dans vos domaines », au moment où ils ont dit ça, les Européens ont dit « c'est formidable, on rentre dans la communauté internationale, il n'y en a pas en fait, etc. etc. » C'est à l'époque que j'ai qualifié, moi, d'hyperpuissance pour les États-Unis et de bisounours pour les Européens. Alors on me dit qu'on comprend de moins en moins bisounours, en tout cas, c'est une question de génération. Mais l'ancien ministre allemand Sigmar Gabriel a dit, c'est encore mieux si c'est un Allemand d'ailleurs, attention, on est des herbivores géopolitiques.
dans un monde de carnivores géopolitiques. Et les anti-européens se réveillent petit à petit, y compris dans vos domaines, parce que ça nous saute à la figure, en fait. Sauf que l'agression de Poutine, dont les vieux crabes, genre Kissinger et Brzezinski, pensaient qu'on pouvait l'empêcher, à condition d'intégrer la Russie après la fin de l'URSS. Bon, ça c'est un débat pour historiens maintenant. Mais l'agression de Poutine a réveillé l'esprit de défense en Europe dans l'Alliance. Pas la défense européenne. Donc aucun pays ne veut, en fait. Les pays européens, après toutes ces années, d'abord, ils n'ont jamais été gaullistes. Et ils n'ont jamais soutenu Macron au début. Et encore maintenant, après un Conseil européen spécial, les pays européens n'arrivent pas à s'accorder sur la question de la défense. Alors je dis pays européens parce que le mot Europe est un mot valise, comme disent les linguistes, et on ne sait jamais si on parle de la Commission, du Parlement, du Conseil, des 27, et alors il y a l'Angleterre. Dès qu'on parle défense, il faut mettre l'Angleterre. Je sais bien que Mme von der Leyen essaie de faire une OPA sur tout à fait au-delà de son mandat sur la défense. Bon. Donc on en est là, et au sommet de l'OTAN, en juin, je crois, avant l'été, donc 2 ans et demi après l'attaque sur l'Ukraine, les pays européens se sont engagés, les alliés se sont engagés à monter les dépenses de défense à 5% du PIB, ce qui est intenable pour la plupart d'entre eux, sauf 5 ou 6. Il n'y a pas le mot de préférence européenne dans le communiqué. Macron a travaillé pendant des semaines pour qu'il y ait le mot « non ». Donc ils se sont engagés en priorité, non pas pour résister à Poutine, mais pour calmer Trump. Voilà l'état vrai de l'Europe dans ce domaine clé. C'est pas tellement différent du domaine technologique. Hein. C'est un peu plus grave là, qu'en technologie, parce qu'il y a tout ce dont vous avez parlé, où il y a des choses encourageantes par rapport à ça. Donc dans l'état actuel du monde, vous avez Trump qui a été élu. À mon avis, le trumpisme est durable. Il va se corriger forcément parce que sa guerre commerciale a de mauvais effets pour le consommateur américain, mais il peut se corriger comme ça. Mais je pense que les 2 éléments de l'élection de Trump, le rejet de la mondialisation exagérée, où les gens concluent que c'était excellent pour la Chine, mais pas pour eux. Bon, ça c'est difficile à corriger quand même. Deuxièmement, il y a une volonté populaire de donner un coup d'arrêt au progressisme américain, qu'on voyait monter, mais qu'on n'arrivait pas. Les démocrates n'ont pas vu le risque, ils ont sous-estimé. Et c'est le mouvement qui remonte au campus des années 60, qui est devenu politiquement correct, puis le wokisme, puis cancel culture, ça. Et ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc moi, je m'attends plutôt, je serais très heureux que l'Amérique redevienne l'Amérique qu'on a aimée, mais j'en suis pas sûr. Je ne parierai pas là-dessus, en fait. Donc, je suggère dans vos réflexions de ne jamais intégrer l'idée qu'on va revenir à la mondialisation heureuse d'avant. Je ne crois pas. Est-ce que la mondialisation va s'arrêter? Évidemment non. On ne peut pas s'arrêter, on ne va pas désinventer le portable. Mais je ne crois pas. Elle va être politisée un peu. Elle va être régionalisée un peu. Mais elle ne va pas continuer exactement comme avant. Donc voilà les États-Unis. Alors, je disais, dans le reste du monde, les gens sont moins surpris, parce que cyniquement, ils ne croyaient pas à nos discours, en fait. Mais pour les Européens, c'est très compliqué. Parce que tout ce à quoi les Européens ont cru, et méthodiquement, non pas tellement, je ne crois pas que Trump soit obsédé par l'Amérique, mais par les États-Unis, l'Europe par exemple. Mais étant donné que l'Europe affirme l'inverse, on est sur le chemin de Trump. Alors déjà, ils ont obligé von der Leyen à accepter les 15% de douane, moins de douane. C'est pas un accord, hein. C'est un diktat. Elle n'avait pas le choix, je ne la critique pas spécialement, elle n'avait pas le choix en fait. Aucun pays européen, même Macron, qui avait quelques semaines avant parlé de menacer de l'instrument anti-coercition, qui aurait été pas injustifié, soutenu par personne, et lâché par Merz l'avant-veille. Donc von der Leyen, bon. En revanche, à la bataille, vous l'avez évoqué, sur la régulation. Parce que la raison pour laquelle les oligarques californiens se sont mis derrière Trump, qu'ils prenaient il y a 2 ans pour un débile, hein, un débile, et répugnant par ailleurs, etc., ils se sont mis derrière lui pour détruire la capacité européenne de réguler quoi que ce soit.
Ils veulent aucune régulation de personne, et notamment pas de l'Europe. Voilà le tableau. Il faut bien voir que pour Trump, alors, il ne change pas d'avis sans arrêt. Hein. Tactiquement, oui, mais il a des obsessions. Et il pense depuis très longtemps que l'Amérique est entourée de sucés par des parasites, en fait. Bon, il n'y a pas d'alliés. De toute façon, il n'y a pas d'alliance, il y a un protecteur et des protégés. Bon, il n'y a pas d'alliés. Tous les partenaires commerciaux qui ont un excédent commercial parasitent. Donc on n'est pas trop gêné dans le monde de Trump si on a un pays moyen, connu de personne, genre un pays africain moyen qui n'a pas d'excédent sur les États-Unis. Mais même si on a un petit pays, genre Laos ou Madagascar, et que par malheur on a un produit dans lequel on a un excédent sur les États-Unis, des lobbies américains se sont arrangés pour que le pays soit massacré avec des droits de douane géants. Voilà l'état du monde. Alors, la Chine veut devenir numéro un. Depuis que Xi Jinping, il y a maintenant longtemps, a abandonné la ruse, l'intelligence tactique de Deng Xiaoping, que j'ai connu, moi. Comme j'ai commencé très, très, très jeune, j'étais preneur de notes. Entre Mitterrand et Deng Xiaoping, preneur de notes. Bon. Alors, donc, Deng Xiaoping a pratiqué la politique géniale que vous connaissez. Il a changé le monde, hein, lui. C'est les inventeurs, tous les trucs que vous avez rappelés, et Deng Xiaoping qui ont créé le monde actuel. Mais quand Xi Jinping arrive, il dit « Au point où on est maintenant, on n'a pas besoin d'être rusé, ni de se cacher, on va devenir numéro un. » Alors au début, les Occidentaux ricanent, ils ne sont pas capables. Hein. Après, ils sont indignés. Comment? Mais c'est pas possible. Et après, il y a le bras de fer qui commence à Obama. Obama décide le pivote vers l'Asie. Et après, ça continue. C'est le seul point où il y a continuité des reins. Et on en est au fait que Trump, il veut reprendre la main, décider tout seul, remettre l'Amérique au centre du jeu, qu'il n'y ait aucun concurrent, mais il ne sait pas comment s'y prendre, en fait. Donc le seul domaine où Trump hésite un peu, il fait gaffe. Il est demandeur, il ne se passe rien. Alors il y a Poutine, mais c'est de son point de vue. Pour nous, c'est important, de son point de vue, c'est moins important. C'est le Chinois qui refuse le sommet pour le moment. Bon, ils vont peut-être se voir dans quelques semaines, mais dans le tableau général où Trump matraque un peu partout, les uns et les autres sont obligés de céder, même Netanyahou un peu, alors que l'influence israélienne sur les États-Unis est géante. Il est obligé un peu d'accepter les exigences de Trump. Et la Chine est là. Elle veut devenir numéro un. Je ne sais pas si elle peut. On verra. Mais l'Amérique n'acceptera jamais, jamais, qu'un autre pays devienne numéro un. Ça ne veut pas dire que je m'attends à une guerre sur Taïwan, parce que la Chine peut penser asphyxier le système. Dès lors qu'on ne fera pas les usines extraordinaires ne sont pas qu'à Taïwan. Vous avez raconté d'ailleurs que ça ne marche pas ailleurs. Enfin bon, imaginons que ça ne soit pas que à Taïwan. Ça relativiserait l'enjeu sur Taïwan. Mais moi, je ne parierais pas en priorité sur la guerre. Mais bras de fer, asphyxie, détournement, contournement, financement, etc. Mais ça me ramène au tableau général. États-Unis, Chine. Et donc, dans votre domaine, vous voudriez une France et une Europe beaucoup plus inventives, beaucoup plus créatives, acceptant de réguler, d'accord, mais réguler sans tuer l'innovation. Enfin, vous connaissez mieux que moi l'équilibre, d'accord. Dans un monde idéal, très bien, avec une mondialisation un peu ordonnée, un peu organisée, un peu régulée, pas trop, un peu, voilà. Vous seriez très bien. Et donc, vous seriez amené à vous occuper que des questions dont vous avez parlé depuis le début de l'après-midi. Est-ce qu'on est assez énergique, entreprenant? Est-ce qu'il y a les bons financements? Est-ce que la fiscalité n'est pas décourageante? Est-ce que le système européen est un plus ou un étouffoir? Bon, même chose, je suis d'accord avec lui hein, sur le risque par rapport à ça. Mais il y a le risque au-dessus. Alors, dans le risque au-dessus, Trump voudrait, dans son bras de fer frustrant avec la Chine, que l'Europe le suive en imposant des droits de douane énormes aux produits chinois dans les domaines qui intéressent l'Amérique. Mais même si l'Europe est très faible, malheureusement,
Elle ne peut pas suivre ça. C'est ingérable pour l'Allemagne. L'Allemagne ne peut pas à la fois renoncer au gaz russe, beaucoup moins polluant que le GLN américain d'ailleurs, à la fois le marché chinois, etc., etc. C'est pas possible pour l'Allemagne. Donc il y a une réticence européenne qui se voit moins mais qui est importante, qui ne veut pas s'aligner complètement sur les diktats de Trump contre la Chine. Et en sens inverse, vous avez la Chine qui nous menace d'un déferlement de produits maintenant de grande qualité, beaucoup plus fort que ce qui a eu lieu après que les Américains aient mis la Chine dans l'OMC, sous prétexte de la rendre démocratique. C'était ça l'idée à l'époque de Clinton. Ça va la rendre démocratique. Bon. L'Occident passe son temps à se planter dans sa vie, depuis les croisades, c'est comme ça. On se trompe sur les autres sans arrêt. Bon, donc le risque inversé, comment résister en partie au déferlement chinois, sans s'aligner complètement sur les diktats américains, tout en gardant un domaine de coopération avec les Chinois, par exemple dans les technologies écologiques. Parce que les Chinois, ils ne font pas de l'écologie politique, genre européen, qui a tout faux, mais ils font de l'écologie très avancée, scientifique. Vous avez vu l'avance qu'ils ont pris sur les voitures électriques et les batteries. Quand on a pris des décisions justifiées en principe et à long terme, mais au mauvais moment, enfin mal coordonnées. Et la politique de Trump, pour le moment, va plutôt profiter à la Chine, qui va essayer de prendre le leadership donc écologique, scientifique, et le leadership dans le système multilatéral, que Trump peut quitter, mais qui ne peut pas démolir entièrement. Donc regardez ce que la Chine va faire dans l'OMS, par exemple, dans les COP. C'est ça qu'il faut observer. Alors, nous les Européens, dans l'idéal, on n'est pas dans l'idéal, il faut réussir à tenir bon. On a lâché sur les droits de douane. Bon. Il faut espérer que Trump ne va pas réattaquer. En disant, si vous osez mettre des amendes chez Meta, Google et compagnie, je réattaque. Il peut réattaquer. Hein. Là, il faut espérer qu'on va mieux résister que dans l'épisode d'avant. C'est possible. Hein, c'est possible, peut-être. Après, il faut qu'on trouve l'équilibre dont j'ai parlé. Résister à Trump sur la régulation, se protéger un peu du déferlement chinois, pas entièrement. Donc trouver des deals, tout en cherchant par ailleurs des options complémentaires avec d'autres pays du Sud qui développent tous une rhétorique anti-occidentale, mais enfin, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. D'autant qu'il y a un mouvement, disons, post-occidental dans le monde entier. Vous avez gouverné le monde pendant des siècles. Bien ou mal, c'est un autre débat, on s'en fiche. Maintenant, c'est fini. Mais aussi, il y a un courant anti-occidental. Je pense que si les Européens avaient tous le cerveau de Kissinger, on va dire, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de tête dans le système européen. Il faudrait faire une alliance au cas par cas avec des pays du Sud, post-occidentaux, mais avec qui on peut s'arranger, contre ceux qui sont carrément anti-occidentaux. Mais ça, c'est s'il y avait une tête au système occidental. Voilà, on va donc devoir manœuvrer. Et moi, je n'exclus pas que le système de décision, la Commission, le reste, le Conseil et l'Angleterre sur la défense réagissent mieux que dans la bataille des droits de douane. Parce que ça a quand même été très humiliant. C'était prévisible, mais il y a beaucoup de gens qui ont découvert le truc. Alors que le sommet de l'OTAN, qui à mon avis est pire, les gens n'ont pas vu. Mais il y a eu la séance von der Leyen, obligée d'avoir l'air hyper contente, tout ça, c'était ridicule. Bon, je n'exclus pas qu'il y ait un bon effet. Un bon effet de rebond sur le reste. Ça suppose la cohésion. Alors là, ça nous ramène à toutes les questions européennes archi-connues depuis très longtemps, et tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Et alors moi aussi, je m'engage. Moi, je suis pro-européen, mais pas fédéraliste. Mais si les peuples étaient fédéralistes, je m'inclinerais. Mais aujourd'hui, vous n'avez aucun parti fédéraliste en Europe, même pas en Belgique, qui devrait, en bonne logique. Et vous avez des pro-européens sympas, classiques, centre-gauche, centre-droit, à peu près partout minoritaires. Je crois qu'il n'y a quasiment pas de pays où ils soient nettement majoritaires. Après, vous avez à l'autre bout, la synthèse est compliquée, mais enfin, c'est un peu grossier la synthèse, mais j'essaye. Vous avez des vrais anti-européens, pour des raisons de principe, ils ne bougeront jamais, et un énorme magma que les médias ont tort d'appeler eurosceptiques. Parce que les eurosceptiques, c'est tout le monde aujourd'hui.
tous les gens qui trouvent ça bien, l'idée est vachement bien, mais on n'aime pas la façon dont ça a tourné. Il y a trop de directives où il y a tout le truc. Moi, j'ai eu des collaborateurs top niveau, que vous connaissez certainement, dans mes 20 années de pouvoir sur l'Europe, tous archi convaincus au début. Et maintenant, ils me disent, il faut stopper le truc. Il ne faut pas démolir. Il ne faut pas donner du pouvoir en plus. D'ailleurs, il ne faut pas augmenter le budget non plus. Ils ont changé. Ils ne sont pas devenus anti-européens, mais ils disent, il faut gérer la machinerie européenne autrement. Et je suis convaincu que l'énorme paquet eurosceptique, mais pas méchant, encore une fois, j'aime bien l'idée, si vous changez la façon d'en parler et la façon de présenter les projets et l'utilité formidable du niveau européen dans le monde, la moitié des eurosceptiques reviennent sur le projet européen. D'ailleurs, Delors, très bien connu, que j'ai beaucoup admiré, qui était un ami de mon père d'ailleurs dans des machins des années 50, parlait de subsidiarité contre la Commission. C'était pas contre les États membres. Ça voulait dire, vous savez bien ça, on ne doit décider au niveau européen que ce qu'on ne peut pas décider en dessous. Mais c'est pour une gens qui veulent faire des directives toute la journée quand même. Hein. C'est là pour ça. Donc j'ai beaucoup aimé Delors quand il disait ça. Subsidiarité. Il disait beaucoup de choses très justes parce qu'il avait son origine, son évolution, son expérience sociale, sa dimension humaine. C'était l'inverse d'un techno-européen. Hein. C'était pour moi le grand président de l'Europe qu'on a eu. Donc ça nous ramène aux questions, comme on ne peut pas grand-chose au bras de fer entre les deux géants, sauf se protéger le moins malhabilement possible. Qu'est-ce qu'on fait, nous, après? Alors, d'expérience. Moi, j'étais secrétaire général de l'Élysée au moment du référendum Maastricht. Je trouvais que la monnaie unique, c'était un progrès, même en termes de souveraineté. Moi, souveraineté m'a jamais gêné, moi. Parce qu'après tout, on avait déjà avant un strapontin humiliant dans la zone marque. Donc j'ai vu des moments effrayants où Delors suppliait Mitterrand de supplier Kohl pour qu'il supplie le gouverneur d'accepter que la France fasse une nouvelle dévaluation. Effrayant. Donc je trouvais que être quelque chose dans la monnaie unique, c'était plutôt mieux, même en termes de souveraineté, même en termes séguinistes. Vous voyez ? Bon. D'ailleurs, Mitterrand, à l'époque du référendum, où au début, Jacques Pilan me disait « c'est génial, on va gagner 80%. » Le oui baissait. Et on faisait des campagnes à l'ancienne. Des ballons sur les plages, l'Europe c'est la paix, la jeunesse, blablabla. Tous ceux qui sont contre sont des crétins, le péniste. Bon. Et le oui baissait sans arrêt. Et au mois d'août, Pilan me dit « le non passe devant ». Ah bon, mais qu'est-ce qu'ils veulent les gens ? Alors Pilan faisait travailler des groupes de parole pendant des heures pour que les gens disent ce qu'ils ne disaient pas dans les sondages, qui allait apparaître 6 mois après dans les sondages. Et il me dit, il faudrait de la protection. Une protection contre quoi? On est en pleine époque optimiste. Schengen, vous vous rappelez? Moi, supprimer les frontières internes, la frontière extérieure, non, c'est dégoûtant, on n'en veut pas. Bon, une sorte d'époque d'optimisme incroyable, sympa d'ailleurs. Mais les gens voulaient déjà être un peu protégés quand même. Alors, il y a un débat à l'Élysée et dans le gouvernement. Les européistes convaincus disent qu'il ne faut pas parler de protection. C'est un mot répugnant, c'est pas notre truc. Nous, c'est l'ouverture. Bon, Mitterrand quand même comprend qu'il faut parler au peuple. Et dans le débat avec Seguin, il dit « Une Europe forte vous protégera mieux ». C'est passé avec 1 point d'écart. 1 point. Donc mon expérience à moi, chacun son expérience, mais la mienne, c'est qu'à l'époque, j'ai pensé que les élites avaient perdu les peuples en route. Ça, ils n'ont pas perdu, il n'y a jamais eu les peuples dans l'affaire, c'est les élites qui ont lancé l'idée, qui était une très belle idée. Donc je suis obsédé depuis par l'idée de retrouver le soutien populaire, en fait. Et c'est toujours vrai. Le traité constitutionnel, à mon avis, d'abord, il ne s'imposait pas. De toute façon, il était rejeté par les Français, encore plus par les Néerlandais. Et le chancelier Schröder m'avait dit, s'il y avait eu un référendum en Allemagne, la réponse aurait été non. Alors je lui ai dit, je fais un peu l'idiot, je lui ai dit, mais ça m'étonne ce que vous dites, parce que
L'Allemagne est toujours en avant sur l'amitié franco-allemande et l'Europe. Ça, cher ami, c'était avant la réunification. Avant la réunification. Mais pourquoi ils auraient voté non? Parce que les Länder en ont ras-le-bol, hein, du grignotage des compétences par la Commission de la Cour de justice. L'Allemagne. Bon, là, ça n'a pas tellement changé depuis, sauf qu'on a refait passer par le traité de Lisbonne, ce qui a été rejeté au traité constitutionnel. Et quelque part, il y a eu un décrochage populaire qui est exploité sans fin, hypocritement, enfin, quand même exploité. Donc moi, je vis dans l'idée, mais c'est un point de vue parmi d'autres, que les élites européennes, pro-européennes, qui ont ma sympathie, doivent un jour condescendre à un deal avec les électorats populaires, d'admettre que la demande de souveraineté, c'est pas répugnant, ça dépend comment on le fait, en fait. Souveraineté en commun, blablabla. La demande de sécurité, c'est normal, ça dépend comment on le fait. Et que la demande de maîtrise des flux migratoires est justifiée. Et je pense qu'on arrivera après des batailles homériques, dans quelques années, une sorte de moyenne entre Mélanie et la gauche danoise. C'est d'ailleurs ce que recommandait le roi du Maroc. Moi, je suis très influencé par le Maroc, je suis lié au Maroc depuis toujours. Le roi du Maroc, depuis Hassan II, je parle d'Hassan II, en disant arrêtez ça, vous vous rendez pas compte, vous n'arriverez jamais à contrôler le truc. On a besoin d'énormément de gens, c'est évident, mais en général, c'est pas les gens que les passeurs amènent. Bon, vous allez me dire quel est le rapport avec les sujets, c'est que pour mettre en avant votre discours sur à la fois lucide, mais réaliste, mais quand même volontariste, sur l'avenir de l'Europe dans les domaines des hautes technologies, il faut d'abord calmer cette question. Cette question empoisonne tout. Si les gens pensent que l'Europe est un machin dont l'avenir est fichu, quoi, pour des tas de raisons, donc il faut dire aux électeurs populaires, on vous a compris. Pas en faire trop non plus, mais on vous a compris. On peut rester dans l'ambiguïté et trouver des réponses par rapport à ça. Je suis sûr déjà qu'on calme la disponibilité et qu'on retrouve un électorat, des gens prêts à entendre tout ce que vous avez dit. Sur la technologie, tout ce qu'elle a dit sur la mobilisation des gens, l'association. C'est vrai qu'il y a un bouillonnement géant disponible, y compris dans ces domaines-là, pour qu'on revienne au premier rang. Mais il faut calmer le débat entre les élites et les populations. C'est dur pour les gouvernements. Hein. Moi, j'ai passé la moitié de ma vie dans les gouvernements, en tout cas au pouvoir, et je suis très indulgent, en fait. Même quand j'ai un point de vue différent. Je sais que c'est horrible, c'est impossible. Avec la démocratie d'opinion, les réseaux, tout le truc, effrayant. C'est pas Poutine le problème, hein, c'est chez nous. Donc je suis indulgent. Et je vois comment les leaders deviennent des followers. Donc ils ont, oui, après le serpent se mord la queue. Donc voilà, je pense qu'il faudrait faire dans nos pays pour redevenir disponible. La question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que je suis le moins compétent en numérique dans toute la salle, là, c'est, imaginons qu'on ait calmé les choses, trouver un bon point d'équilibre entre le niveau européen, le niveau national et compagnie. Combien de temps il faut pour qu'on revienne dans la course? On a raté la course des 10 dernières années, ou 15, de l'IA, et après, ça ne s'arrêtera jamais, je pense. Il y a toujours une suite. Donc combien de temps il faut, non pas à l'Europe en général, parce que je ne sais pas qui c'est, mais des coalitions adaptées de pays, d'entreprises, de gens. Combien de temps il faut pour revenir dans la course? Pour exister par rapport à la Californie et à Shanghai? Combien de temps? Et la Corée? Je ne sais pas combien de temps vous diriez. 10 ans. Une génération. Donc 20 ans. 20, 25 ans. Ah oui, moi je disais 10. Bon, je suis plus optimiste que lui. Moi. Mais j'y connais rien, donc c'est plutôt lui. Par contre, c'est très faisable. C'est faisable, vous voyez. Conclusion optimiste. Ah, pas optimiste, volontariste. Voilà l'état du monde réel. Voilà ce qu'on peut faire. Mais j'ai fait un long détour sur les autres sujets qui empoisonnent les débats dans les opinions européennes, parce que sinon vous n'arriverez jamais, au-delà du milieu ultra-professionnel que vous êtes, à rassembler l'énergie suffisante. Voilà. Si vous voulez, je peux répondre à quelques questions. S'il me reste un filet de voix. Vous me comprenez ou pas? Alors, est-ce qu'il y a des questions? On ne peut pas
personne ne se lance. Alors, on va laisser la parole. Oui, bonjour, Mounir Amara de la société innovative Numérique Solutions. On a parlé toute la journée de l'Europe, la place de l'Europe par rapport aux deux mastodontes, États-Unis et Chine, l'Asie, et les conflits qu'il y a, notamment l'Ukraine et puis la Russie. Mais il y a d'autres conflits également dans le monde sur lesquels la place de l'Europe n'est pas forcément lisible. Exemple, Gaza. Gaza. Oui, mais l'Europe n'a jamais existé dans ce domaine. Il y avait la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre. L'Europe en tant que telle n'a jamais existé. Le même Delors, quand on avait fait dans mon bureau d'ailleurs le premier texte sur politique étrangère et de sécurité commune pour l'Europe, on avait écrit ça avec Elisabeth et avec Bitterlich. Et Delors a dit, bon, si vous voulez, mais enfin, si ça a lieu un jour, c'est à la fin des fins, dans très longtemps. Bon, on va laisser quand même. Et le seul qui l'ait fait avec beaucoup d'astuces et d'efficacité, c'était Solana dans la première version. Bon, donc il n'y a jamais eu de position européenne. Alors j'ai écrit dans le Figaro là-dessus, ça n'a rien à voir avec l'exposé d'aujourd'hui. Je pense qu'on perd son temps à invoquer le droit international et compagnie, et que dans la... excusez-moi, c'est politique pendant 30 secondes. Hein. Moi, j'ai totalement approuvé Macron sur la reconnaissance. Après tout, j'étais à la Knesset avec Mitterrand en 82. Et on avait voté à l'ONU en 47 le partage. Et De Gaulle avait prévu ce qu'allait produire l'occupation, etc., etc. Donc, et les gens qui ont dit Macron fait ça pour des raisons intérieures, c'est totalement débile parce que on en est à plus de 150 pays. Et l'Angleterre, l'Australie, le Canada, etc. Que des pays amis d'Israël. Donc je pense que c'est un... Alors évidemment, ça paraît bizarre de reconnaître un pays qui n'existe pas. Et avec Netanyahou qui dit ça n'existera jamais, bon, ils font tout pour coloniser, bon. Mais on reconnaît la nécessité de créer en fait. Et imaginez que Macron a eu peur des mises en garde. 50 articles disant ne faites pas ça parce que blablabla, c'est trop tôt. Trop tôt, ils veulent attendre 1000 ans encore. Bon. Imaginez qu'il n'ait pas fait ça, et après vous avez le plan Trump. Plan Trump. Et Trump, il n'est pas aligné à 100% sur Israël, en fait. Il n'a pas du tout le sentiment moral et viscéral. Il est aligné sur l'électorat évangéliste aux États-Unis. C'est autre chose. Et d'ailleurs, Netanyahou n'a pas réussi à l'engager dans la guerre en Iran. Il a frappé, parce que c'est bien pour Trump de frapper de temps en temps, voilà, mais pas la guerre. Et donc, si vous regardez de près, indépendamment du débat français qui est hystérique, hein, globalement, ce qu'il y a dans le plan Trump, il y a quand même des éléments dans le centre des Arabes qui se sont réveillés, qui croyaient en avoir fini avec la question palestinienne, qui leur casse les pieds. Bon. Donc c'est pas mal. Donc ma conclusion, c'est qu'il faut monter dans le train. Monter dans le train du... D'ailleurs, dans le communiqué de la Maison-Blanche, il y a même des mots de compassion pour les Palestiniens. Ils ont trop souffert. Personne ne dit ça en France. Enfin, sauf ceux qui sont alignés sur les extrémistes palestiniens, islamistes, qui ne veulent pas d'Israël. Bon, ça, c'est autre chose. Bien. Bon, donc, j'en ai parlé parce que vous m'avez posé la question, mais les Européens sont tout à fait incapables de, en tant qu'ensemble collectif, encore qu'en Allemagne, les sondages montrent qu'il y a une partie des jeunes qui disent d'accord, on soutiendra toujours Israël, mais on ne peut plus livrer des armes. Il y a un pourcentage assez important des jeunes en Allemagne là-dessus. Donc ça bouge. Et donc là, voilà, bon, je ne vais pas durer trop sur le sujet, mais n'attendez pas l'Europe en tant que telle. D'ailleurs, quand j'étais ministre et qu'on débattait du sujet, mon copain Joschka Fischer, l'allemand, qui est un gars génial par ailleurs, dit « Ah non, on ne peut pas en parler parce que les Américains sont en train de s'en occuper. Donc il ne faut pas les gêner. » 6 mois après, on recommence le débat. Il dit on ne peut pas en parler parce qu'ils ont montré qu'il n'y avait rien à faire. Donc si l'Amérique ne peut pas, nous encore moins. Mais je crois que ça va bouger. Parler de subsidiarité et puis de fédéralisme, c'est vrai qu'en France, on ne voit pas
on ne comprend pas le même mot fédéralisme que les Allemands, que les autres, et puis ce sera difficile de le faire sur la défense, parce que chaque pays a déjà sa défense. Sauf que, encore une fois, la France, l'Allemagne et les autres sont un peu dépendants. Mais si on se retrouve tous au sein de l'OTAN, on sait travailler ensemble. Il y a même eu une initiative il n'y a pas longtemps entre les Britanniques, les Français, sans les Américains. Est-ce que, pour enfin que l'Europe ait une diplomatie forte et une monnaie forte aussi, comme dit Jean-Claude Trichet, est-ce qu'il ne faudra pas officialiser, parce que pour l'instant c'est par convention que l'OTAN protège l'Europe, est-ce qu'il ne faudrait pas l'officialiser, même si dans l'OTAN il n'y a pas que des pays européens dans l'OTAN, mais qui sont de plus en plus forts quand même vis-à-vis du poids des États-Unis ou du poids de la Turquie. Voilà, merci. On est obligé de revenir aux fondamentaux là-dessus. Donc après la guerre, les Européens supplient les Américains de les protéger. Le Sénat ne veut pas. Truman les oblige. Donc il y a le traité d'alliance. Après, les Européens disent « on a l'alliance, mais vous êtes là-bas ». Et Staline avance. Et donc revenez. L'Amérique dit « on va revenir, mais il y a quand même 2 guerres mondiales qui ont démarré en Europe. Si on revient, on contrôle tout. » D'accord. Merci beaucoup. Donc ils reviennent. Et le général Eisenhower, avant d'être président, est le patron du truc. Il réside à Marne-la-Coquette, parce que c'est pas loin du siège. Bon. Et après, ça continue comme ça. Le général de Gaulle, quand il arrive, il ne met pas en cause l'alliance, mais l'OTAN. Parce que dans l'OTAN, on ne contrôle rien. Le général en chef dit au général de Gaulle, je ne peux pas vous dire où sont les armes nucléaires. Bon, c'est pas possible, ça. Et donc de Gaulle fait un mémorandum en proposant que l'Alliance soit gouvernée par États-Unis, France, Grande-Bretagne. C'est la fin d'Eisenhower, Kennedy s'en fiche, Johnson est contre de Gaulle. Bon. Et il faut attendre Nixon. Alors de Gaulle finit par sortir au bout de plusieurs années. Aucun pays européen ne le soutient. Aucun. S'ils avaient voulu faire ce que vous dites, ils auraient été gaullistes. Ils auraient dit on reste dans l'Alliance, mais on va faire un OTAN entre nous. Jamais. Il faut attendre Nixon, qui est élu un peu de temps avant que de Gaulle s'en aille, qui vient à Paris sans aucun motif, sauf de faire l'éloge de Gaulle. Alors c'est inspiré par Kissinger, mais enfin ils étaient d'accord tous les deux. Il fait un discours génial sur de Gaulle, qui est déjà sorti de l'OTAN. Alors tous les atlantistes de Paris hurlent contre de Gaulle toute la journée, et Nixon s'en fout en fait. Il dit de Gaulle est un géant, je viens le saluer. Après ça ne bouge pas, et chaque fois que des présidents, il y en a eu plein, et Macron beaucoup plus ardemment ces dernières années, veulent relancer l'idée d'une défense européenne, les autres disent non, on est déjà protégé. C'est comme si vous nous demandiez de faire l'électricité, on l'a déjà. Idiot. On ne veut pas. En plus, ça coûte cher, c'est dangereux. Et on va être en train de... Et puis les gens, les électeurs veulent pas ça. Ils veulent du social ou du sociétal. Donc ça n'a pas bougé. D'ailleurs, le premier discours de Macron, qui avait enchanté les élites européistes, on va dire, n'a été soutenu par aucun pays. Aucun. Le premier. Le deuxième un peu plus, parce qu'il est plus réaliste. Et c'est là où on s'est dit, mais quand ce salaud de Poutine attaque, ça va réveiller la défense européenne, mais pas du tout. Tous les pays européens qui ont fait d'ailleurs plein de choses, on n'a pas rien fait sur l'Ukraine, mais chacun d'entre eux dit, on y va, mais on a besoin de l'Amérique, de son argent, de ses armes, de son guidage, information, toute la dimension technologique incroyable de la guerre en Ukraine. Est-ce que ça a bougé? Je vous ai montré le titre du Monde, là. Les Européens n'arrivent pas à s'accorder. Alors, imaginons qu'on avance quand même, d'accord, qu'on arrive à garder l'alliance, malgré Trump, qui veut garder quand même les marchés. Hein. Donc, il n'ira pas jusqu'au bout de la coupure. 70% des armes européennes sont achetées aux États-Unis pour le moment. Ou alors en Corée, je ne sais pas où, bon, les bon, imaginons qu'on arrive à calmer Trump et qu'on se dise, bon, maintenant, allez, on organise l'Europe de la défense. On met quelle force dedans? C'est un débat compliqué, qui est corrélé à la question des budgets.
Force terrestre, aérienne, voilà, tout le truc. Plus les drones, plus l'information. Bon, très bien. Comment on organise l'état-major? On met qui à la tête? Je ne dis pas que c'est insoluble. Je dis que on l'a jamais abordé, même s'il y a eu 250 colloques à Paris sur la défense européenne et qui n'ont jamais débouché sur rien. Si on entre vraiment dans le sujet, ce qui serait passionnant, on met qui? On va mettre un général allemand. L'Allemagne ne dit pas, elle parle pas de défense européenne, elle dit qu'elle veut faire la première armée d'Europe. Ce que dit la Pologne aussi. Alors on met un Polonais, on met quoi? Un Anglais, puisqu'on n'est pas dans l'Union. En dépit de Madame von der Leyen, on n'est pas dans l'Union, là. Un Français. Alors moi, j'ai une idée personnelle, mais je n'ai pas encore lancé publiquement, c'est un amiral luxembourgeois. Parce que ça ne... Personne ne se raconte, vous voyez. Bon. Alors imaginons qu'on est le chef d'état-major. Qu'est-ce qui donne les ordres? Qu'est-ce qui dit, vous répliquez ou pas? Il y a un avion, là, russe, on l'abat ou pas? Qu'est-ce qui donne les ordres? Alors, si on fait un peu ce que sous-entend le nouveau général commandant les forces, l'américain, là, il dit chaque pays pourrait décider. Mais je ne vois pas les Polonais décider d'abattre l'avion russe sans demander aux Américains, aujourd'hui. Dans 10 ans, j'en sais rien. Donc vous voyez que si on prend au sérieux le fait que les Européens, enfin, se mettent d'accord pour faire une Europe de la défense, là, il y a tout le volet industriel, j'en parle même pas, il faut mettre de l'ordre dans la... Il y a un océan d'entreprises qu'il faudrait coordonner, fusionner. Voilà, bon, voilà. La question de la décision. Qui décide quoi? Est énorme. Je ne dis pas ça pour décourager, au contraire. En parlant de façon claire, vous avez jamais entendu ça, hein? Jamais. Donc en parlant de façon claire, ça permet de commencer à réfléchir sur le truc. Et les Turcs ont abattu l'avion. Oui. Alors, c'est un peu un autre monde, oui. Il y a une sorte d'ambiguïté turque. Ils ont abattu, mais ça ne mettait pas en cause, même s'ils sont dans l'Alliance, bien sûr, depuis 1952. Je rappelle d'ailleurs que là, à l'origine de la crise de Cuba, donc Kennedy s'était très bien sorti, c'est que les Américains avaient mis des missiles nucléaires à moyenne portée en Turquie pour toucher Moscou. Et Khrouchtchev avait dit, mais moi je vais faire pareil, je vais en mettre à Cuba. Et Kennedy reprend le truc et fait reculer Khrouchtchev. Alors le monde entier dit, ça y est, Kennedy a gagné, tatata. En fait, il avait promis de retirer les missiles de Turquie, ce qu'il a fait 2-3 ans après. Bon, donc il y a un précédent, mais qui nous... les conséquences ne sont pas les mêmes que si la Pologne abat un avion russe aujourd'hui. Donc je ne sais pas, parce qu'on est un peu en terrain inconnu. Moi, je suis pour avancer, mais pas à coup de slogan, hein. Il faut être très, très rigoureux et voir exactement ce que ça entraîne. Oui, madame. J'entends bien. Content de vous avoir croisé. Je disais bonsoir à tous. Nawel Giard, je suis consultante en transformation digitale. On a beaucoup parlé aujourd'hui d'une souveraineté numérique de l'Europe. Néanmoins, on constate qu'on reste fort dépendant aujourd'hui, notamment des États-Unis sur le domaine des infrastructures. On reste aussi sous pression de la Chine dans d'autres domaines. Ma question, c'est est-ce qu'il faut à tout prix chercher cette souveraineté numérique sur tous les domaines ou aller construire des alliances fortes? Si oui, lesquelles? J'aimerais bien entendre votre avis là-dessus. Alors moi, je dirais que la souveraineté absolue est impossible. D'ailleurs, même la Corée du Nord n'est pas totalement souveraine, c'est la caricature. Ils dépendent de la Chine, en fait. Bon, mais il ne faut pas sombrer dans l'inverse. Si vous sombrez dans l'idée que l'idée de souverainisme est horrible en soi, vous tombez dans le piège dans lequel sont tombées les élites européistes, qui ont présenté depuis des décennies, depuis 30 ans, 40 ans, employé le mot de souverainisme comme une injure. C'est débile. Les peuples veulent être souverains. Ils ne l'ont jamais été depuis 1 million d'années. Donc il y a une demande populaire. Il faut répondre calmement. C'est normal, vous vouliez être souverain, mais on va le faire en commun, intelligemment. Donc il ne faut pas prendre de front. Ce n'est pas une demande choquante. Après, on ne va pas arriver à la souveraineté totale, ni à l'indépendance totale, ni à l'autonomie totale dans un monde totalement interdépendant. Donc je prendrai le problème autrement en disant,
Il faut mettre en évidence les dépendances dangereuses et les réduire. On l'a vu pendant le Covid. C'est pas normal, c'est dangereux de dépendre à ce point de l'Inde et de la Chine pour les masques et pour les médicaments. Donc je prendrais plutôt dans ce sens-là. Vous voyez ? Et d'ailleurs, Madame Bachelot, à l'époque, avait raconté que quand il y avait eu des réunions dans son ministère, des années avant, et que les gens disaient les masques, on ne va plus les fabriquer, ça ne sert à rien, et puis c'est compliqué de les stocker, etc., on va les acheter en Chine. Et il y avait un malheureux qui avait dit, mais c'est peut-être un peu dangereux, mais toi, tu es un crétin contre la mondialisation, tu es une espèce d'archaïque, le pénis, blablabla. Bon. Donc pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de décisions absurdes. Voilà, donc je prends le sujet par le biais de comment on réduit les dépendances. Et dans ce cas-là, on est d'accord éventuellement, y compris dans ce domaine. Mais on n'arrivera pas à tout faire en France, à tout faire en Europe. Bon. Oui, une question sur un propos qui a été tenu tout à l'heure, sur le temps qu'il faudrait pour revenir dans la course. Vous aviez cité 10 ans, Gilles disait une génération de 25 ans, et vous aviez dit que donc rien n'est impossible, que c'est tout à fait faisable, et vous aviez parlé d'alliances ciblées. Qu'est-ce que vous entendiez par là? D'alliances ciblées pour pouvoir avancer. C'est pas moi qui ai dit ça, mais bon. D'abord, il est beaucoup plus compétent que moi sur le numérique. Hein. Au global, c'est pas forcément sur la partie numérique. Mais je comprends bien l'idée de génération, des nouveaux jeunes. Voilà. Bon, très bien, on va dire entre les deux, quoi. 15 ans. Voilà. Alors après, globalement, les alliances ciblées, évidemment. La seule alliance que nous avons, c'est l'alliance atlantique, qui est une alliance de défense face à un ennemi commun, qui était Staline. On n'en a pas d'autres. Et on ne va pas en créer d'autres. Donc, à mon avis, il faut raisonner domaine par domaine. Hein. Vous voyez ? Je pense, par exemple, qu'il faut résister à l'idée qu'on est, comme dit Poutine, l'Occident collectif. D'ailleurs, avec Trump, on ne sait plus ce que veut dire l'Occident. Et qu'on est en guerre contre le Sud global. Ça, c'est une idée tragique. D'autant que le Sud global, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pays anti-occidentaux et beaucoup plus simplement post-occidentaux. Donc on peut jouer là-dessus. Donc il faut répondre au cas par cas. On prend n'importe quel exemple. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Inde? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Australie, avec le Brésil, avec l'Argentine? Ou alors des domaines particuliers? Dans votre domaine, quelles sont les alliances sur le numérique? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on pourrait, par le biais des technologies écologiques, retrouver des coopérations avec la Chine? Très bien. Il n'est pas global. Donc je ne vois pas dans l'avenir d'alliance globale sur quoi que ce soit. Mais je ne veux pas répondre au-delà parce qu'il faut regarder chaque sujet. Calmement. Est-ce qu'on va réduire des dépendances? Peut-être en créer, mais bien calculé. Oui, c'est un travail après. Dans l'alliance ciblée, oui, évidemment. Ciblée, oui. Non, juste préciser, donc effectivement, alliance ciblée, là on partait sur des alliances avec des pays extérieurs. J'avais plutôt moins en tête la partie ciblée à l'intérieur de l'Europe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dit effectivement, l'Europe, par exemple, n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'Europe de défense, mais est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut avancer de manière ciblée, c'est-à-dire entre quelques pays au sein de l'Europe, et pas forcément attendre l'éternel accord de tous pour pouvoir avancer? Alors, j'ai négocié, j'ai pas mon stylo avec moi d'ailleurs, j'ai négocié un traité que tout le monde a oublié, le traité d'Amsterdam, dans lequel il y avait des coopérations renforcées. Et là, il était dit que, je ne sais plus combien, 6-7 pays se mettaient d'accord, ils pouvaient avancer ensemble, à condition de ne pas remettre en cause les politiques communes. Mais la Commission a tout fait pour que ça ne marche jamais. Parce que la Commission veut garder le contrôle de tout. Je ne sais pas si c'est bureaucratie ou inertie, mais enfin, c'est pareil, en fait. Bon, mais il y a plein de choses qui ont été faites par des petits groupes de décideurs. Regardez Airbus. Airbus, c'est pas la Commission. Hein. C'est un grand chef d'entreprise français qui a trouvé des relais en Allemagne, qui a été soutenu par les gouvernements des deux côtés, par exemple. Donc, évidemment. Et comme je pense que
l'intégration n'ira jamais plus loin, sauf peut-être dans des domaines budgétaires ou fiscaux ou techniques, mais il n'y aura jamais de traité fédéraliste, jamais. On n'arriverait pas à le négocier, il ne serait pas ratifié. Il ne serait pas ratifié par les 27 en tout cas. Donc pour se mettre d'accord, pour le fait de ne plus décider à l'unanimité, il faudrait un accord unanime. Donc il faut trouver des ruses. Donc je pense que c'est l'avenir de l'Europe, enfin l'avenir du système européen par projet, domaine par domaine, qu'il faut utiliser à fond les souplesses des traités quand elles existent, et sinon passer à côté. C'est en train de s'esquisser sur la... Quand Macron a mis en avant les éventuelles garanties pour l'Ukraine, ça ne concernait pas les 27. La plupart d'entre eux n'ont aucune armée. Ça concerne 5-6 pays, plus l'Angleterre. C'est ça que von der Leyen essaie de récupérer. Donc ça s'applique aux médicaments, aux voitures. Il y a l'espace et tout. Oui, c'est la bonne voie. Et encore une fois, je ne peux pas répondre globalement. Après, ça dépend des domaines. Des domaines, on dira là, on ne peut pas. On est obligé de passer par les 27. Et là, on peut passer à côté. Et dans certains cas, vous allez raccrocher en plus dans tel ou tel domaine, le Brésil ou l'Inde ou le Maroc. Vous voyez ? Oui, c'est une très bonne voie. Il faut être pragmatique. J'ai une question qui me paraît un peu politique, mais bon, je vous la pose quand même. Donc, dans l'hypothèse d'une arrivée du RN au pouvoir, est-ce qu'une Europe nationaliste de quelques-uns serait viable et possible dans le cas de réelle politique ? Ou comment voyez-vous une arrivée possible du RN au pouvoir sur l'Europe ? Alors, je ne sais pas si vous êtes obligé de répondre exactement à cette question. Non, il n'y a pas de réponse, mais Ouais. je peux dire simplement que la question ne concerne pas que la France. Regardez la popularité de l'AfD en Allemagne. Ils sont devant la CDU maintenant. Donc vous pouvez avoir des partis de ce genre dans plusieurs pays d'Europe. Et à mon avis, ils éclateront après. Ils éclateront entre une aile qui sera obligée d'être réaliste pour ne pas être virée dans les 3 mois et d'autres qui resteront fondamentalistes. Je ne le souhaite pas, mais pour vous dire qu'il ne faut pas être enfermé dans un scénario de tout ou rien qui ne concerne que la France. Mais je ne peux pas aller au-delà, c'est trop politique après. Exactement. Une autre question, une ou deux autres questions après. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Hubert, pour cet exposé. Petite question. On nous parle d'un conflit hybride qui pourrait être très proche et qui, vu qu'on touche au numérique et à l'Europe, admettons un scénario catastrophe de tous les paiements numériques qui soient bloqués. On dit que la Banque centrale ne serait pas capable de réimprimer des billets, donc globalement, l'Europe serait en blocage de paiement pour le quotidien de sa population. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis capable de dire si c'est crédible ou pas. Je ne sais pas si c'est une campagne pour obtenir des crédits en plus. On l'a quand même vu avec l'Espagne il y a quelques mois où une oui. partie a été bloquée. Non, mais je ne quelques dis pas heures. que ce n'est pas vrai, mais moi je me rappelle que pendant la guerre froide, chaque année avant le vote du budget du Pentagone, les Américains disaient que l'URSS était en avance, sans arrêt. Ça a toujours été faux. Toujours. Le missile GAP, par exemple. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, donc je suis pour prendre toutes les précautions comme si c'était vrai par rapport à ça. Mais les services spécialisés, les ministères ne découvrent pas le sujet. Hein. Donc c'est bourré de gens dans le ministère de la Défense, dans les DG, tous les machins partout, qui travaillent que là-dessus. C'est la résilience par rapport à ça. Et je ne veux pas aller au-delà. Mais il ne faut pas partir de l'idée qu'il y a une menace géante qui se précise et que nous, on est totalement idiots et paralysés par rapport à ça. D'autre part, je pense que la Russie n'a pas les moyens d'attaquer globalement. Bon, moi je pense comme les vieux crabes, Kissinger, Brzezinski, et encore Graham Allison maintenant, Jeffrey Sachs. Et bon, ça c'est tout un autre débat. Mais comme on ne peut pas le démontrer, il faut faire une Europe porc-épic. C'est mon expression. Que le général Burkhardt trouve formidable. Il l'avait repris. Mais il n'y aura pas de réponse à votre question. Non. Qu'est-ce que ça ait lieu ou pas? Ça n'aura pas de réponse jusqu'à ce que ça ait lieu ou pas.
Ah, il y aura d'autres Covid venant des États-Unis, parce que s'ils arrêtent de vacciner les enfants, la prochaine pandémie démarrera des États-Unis. Hein. De la faute du Robert Junior, là. Hein. C'est vraiment des dingos là-dessus. Allez, dernière question. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Une question ou deux, c'est simplement savoir pour vous quelle est l'action que vous avez menée qui vous a apporté le plus de satisfaction et quelle est l'action que vous auriez pu améliorer. Merci. Oui, mais on n'est pas là pour raconter ma vie. Hein. Oui, non, ce que je peux dire, c'est que là, on a vraiment cru avec Mitterrand qu'on pouvait atteindre l'objectif au Proche-Orient. Et tant qu'il y avait des gens incroyables comme Rabin, Pérez et même les autres, c'était envisageable. D'ailleurs, Arafat, invité à Paris, avait déclaré à Paris, conduit par Roland Dumas, que la charte de l'OLP, qui prévoyait la fin d'Israël, était caduque. Caduque. Bon. Donc il y a des moments formidables. Je pense qu'on a très bien géré la fin de l'URSS, très bien géré la réunification allemande, qu'on a perdu plusieurs fois la bataille de l'opinion, mais les historiens travaillent, hein, que sur le Rwanda. Tout ce qu'a fait la France est honorable. D'ailleurs, il y a 30 livres dans le monde qui le démontrent, mais les médias français n'en parlent jamais. Bon. Donc il y a des cas où on a bien agi, mal agi. En revanche, il y a une idée géniale de Mitterrand, mais qui a été totalement torpillée par lui d'ailleurs. Il l'a lancée trop tôt. C'était l'idée de la Confédération. Le 31 décembre 89, il a dit l'ensemble des pays d'Europe de l'Est vont devenir libres. Et il faut quand même garder un lien avec la Russie. Raisonnement gaulien, hein, pour l'instant. Il faut garder un lien avec tout le monde. Et à l'époque, les gens disent mais de quoi il comprend rien. Les médias qu'il trouvait en retard étaient eux-mêmes en retard. Et c'est une idée. Il y aurait une sorte de réunion politique de l'ensemble des pays d'Europe. C'est une idée très 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 longtemps après. Enrico Letta, le Premier ministre italien de l'époque, il m'a pas dit, il me dit, moi j'étais étudiant à Paris. Quand Mitterrand avait dit ça, c'était génial. C'est vraiment dommage que c'était torpillé dans l'œuf par Havel et par les Américains. Il faut relancer l'idée. Alors Macron l'a repris, mais comme Macron, il veut inventer les trucs, il a changé le nom, bien sûr. Donc c'est la communauté politique européenne. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fiche, mais il y a une réunion annuelle, maintenant ou deux, où il y a tous les pays d'Europe, même la Turquie, même la Grande-Bretagne, les pays de l'Union, les pays des autres États. Et à mon avis, dans le contexte dont on a parlé cet après-midi sur l'Europe demain, ça peut redevenir un cadre important. Vous voyez, très, très vite, j'ai répondu sur 2-3 réussites et 2-3 semi-échecs et un échec. Et une réponse très positive en tout cas et très optimiste. Nous allons rester dessus.